Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Attention, le podcast va changer de nom. Est-ce que tu préfères Épanoui ou Actif-Passif, le podcast qui libère l'intime gay? Je te fais 5 propositions et tu votes pour ta préférée. Direction le site du podcast, bit.ly/comment devenir. Troisième et dernière partie de mon entretien avec Anne-Sophie Petit, docteure en psychologie, chercheuse et psy spécialisée sur les hommes gays et queer. Dans les 2 épisodes précédents, on décortique comment l'insulte ou les violences homophobes ou transphobes peuvent impacter notre cerveau et faire émerger des comportements dépressifs ou addictifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des solutions et des pistes pour réparer. Bonne écoute. Je te propose qu'on passe aux solutions, aux pistes. Oui. Bon, je fais quoi Anne-Sophie, avec tout ça? Si jamais, là, je suis une auditoriste qui se dit « Ouh là là, ça me fait un peu penser à plein de trucs, là. Je prends le truc par quel bout ?» C'est quoi les pistes c'est quoi les questions que je pourrais me poser ou bien les pistes pour commencer mon chemin de réparation? D'identifier s'il y a un mal-être, d'identifier effectivement des comportements d'évitement, de fuite ou d'identifier des moments où bizarrement on se sent pas bien alors que ça allait très bien avant, d'identifier s'il y a des déclencheurs. Enfin, déjà peut-être être dans quelque chose d'un peu plus introspectif si on s'en sent capable. Il y a des personnes, c'est trop coûteux ou trop difficile et auquel cas il y a besoin d'une aide extérieure. Deuxième piste, l'aide extérieure, le psy si on peut, si c'est accessible géographiquement, financièrement. Après, il y a les CMP qui sont pas mal saturés. Donc, CMP, c'est pour, en France, centre métropolitaine, outre-mer inclus? Je pense qu'il y en a dans les outre-mer. Okay. Ouais, si. Les gens pourront aller vérifier. CMP, c'est centre médico-psychologique. Des centres qui offrent de la psychologie gratuitement. Ouais. Okay. Psychologues et psychiatres, qui sont quand même pas mal saturés, mais ça peut être une piste. Le médecin généraliste, le médecin traitant, s'il y a une bonne relation, ça peut être aussi une source de réorientation. Ouais. Les associations, donc c'est vrai que nous, à Paris, on est bien lotis en termes d'associations. Groupe de parole. Voilà, groupe de parole. Il doit y avoir des lignes d'écoute aussi également. On fait un petit point sur les assos parce que moi en fait j'avais pas compris. Je comprenais pas en fait de l'extérieur. J'étais là mais pourquoi des assos? C'est quoi cette histoire de santé communautaire? Je comprenais rien en fait. Et petit à petit au fil de mes recherches, j'ai vu l'impact et la puissance et l'intérêt. La santé communautaire, c'est que en fait on n'est pas né de la dernière pluie. Et on a une histoire, un historique queer qui fait qu'en fait, ça fait des dizaines d'années que ce lien au trauma et ou aux attaques, aux insultes, en fait, nos aînés l'ont décrypté, l'ont compris et ont mis en place des choses d'entraide. Donc, il y a une vraie puissance, expertise. Donc, le Spot, par exemple, à Paris, mais il y en a plein d'autres partout dans le monde. Donc, le groupe de parole, c'est quand même pas anodin de le faire au sein d'une asso LGBT+. Complètement. Et en fait, effectivement, la santé communautaire, c'est la reconnaissance par les membres, au travers un sentiment d'appartenance. Je me sens appartenir à cette communauté, donc je partage des caractéristiques ou des envies communes avec les autres membres de cette communauté. Et c'est une manière de trouver des solutions qui sont adaptées à nos réalités. C'est-à-dire que les problématiques, les problématiques dans la sexualité gay ne vont bien évidemment pas être les mêmes que sur la sexualité d'une femme hétéro. Donc pour le coup, c'est une manière de trouver des solutions et des réponses adaptées. Et également, moi je crois beaucoup en l'identification, en l'effet miroir. C'est-à-dire que le fait d'avoir en face de moi quelqu'un qui me ressemble et quelqu'un qui va partager les mêmes questionnements, certaines pratiques, en tout cas envers lequel ou laquelle j'arrive à voir une partie de moi, est très rassurant
et peut débloquer aussi beaucoup de situations. Et pour le coup, dans le cas du trauma, notamment les groupes de parole, c'est très aidant. Ça permet de se rassurer, de se voir qu'on n'est pas seul, et du coup, de se sentir plus légitime et de commencer à amorcer. Ouais. Ça libère la parole. Moi, je le vois vachement dans les épisodes qu'on enregistre en mode cercle de parole, les lives et tout. La parole, on s'entre-libère petit à petit, et en mettant des mots, on se fait du bien. Après, il y a des gens qui peuvent se dire à vraiment plutôt me tirer les poils des oreilles, si tu en possédais, que aller avec d'autres, c'est trop intimidant. Et là, il y a des thérapies individuelles qui fonctionnent bien aussi. Les thérapies individuelles sur l'aspect trauma, effectivement... Je me tourne vers des types de thérapies en particulier. Toi, Après, de toute façon, c'est le thérapeute qui saura orienter, ou guider sur ce qui pourrait être adapté. Mais si on a besoin d'en citer, il y a l'EMDR, qui est une thérapie qui est très efficace pour l'intégration des traumas, pour le coup. L'ICV, qui est aussi une thérapie... c'est l'intégration du cycle de la vie qui est très très efficace pour... C'est ça l'acronyme intégration du cycle de la vie. Okay. Je fais pas l'acronyme de l'EMDR parce que c'est en anglais et j'ai un accent horrible. C'est ok. Les gens pourront googler cette affaire-là, quoi. Ouais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a les thérapies, notamment je pense à la thérapie ACT, qui sont des thérapies cognitivo-comportementales de 3e génération, où ACT utilise beaucoup la méditation pleine conscience, par exemple, et se base sur l'acceptation, c'est-à-dire qu'on considère que oui, il y a des choses difficiles, et l'idée, c'est pas forcément de lutter, mais c'est d'accepter et d'essayer de composer avec. Pour le coup, sur l'aspect addiction, peut-être plus que sur le trauma, est très efficace. ACT, je mets quoi dans Google? ACT? ACT, ouais. Ok. Justement, tu me disais en préparant cet entretien que l'enjeu, ça va être d'intégrer le trauma. Oui. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Comme on disait tout à l'heure, le trauma, c'est le passé qui revient dans le présent, qui est toujours là. Intégrer un trauma, c'est le ranger au bon endroit. C'est en faire quelque chose du passé. En faire un vrai souvenir. C'est-à-dire que, comme on disait, ça impacte les réseaux de mémoire. La mémoire, elle fonctionne plus... c'est pas qu'elle fonctionne plus, mais en tout cas, il y a des petits bugs, on va dire. Et l'idée, c'est d'en faire un souvenir comme un autre. Ça restera toujours un souvenir négatif. L'insulte homophobe, la violence sexuelle, tout ce qu'on veut, restera toujours négatif. On ne pourra pas faire en sorte que ce soit oublié. Ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Tout souvenir est chargé d'affect, donc ça restera toujours un souvenir négatif, mais il sera plus là dans le présent. Il vivra plus là dans le présent. Et il n'aura pas d'impact. Non. Je crois qu'on est en train de. Tu as répondu à la question de Jules de Genève. Il pose la question, est-ce que c'est possible d'effacer mes traumas? Est-ce que tu pourrais demander à la docteure en psy, c'est toi, à quel point, comment et pourquoi on peut effacer ces souvenirs de souffrance et d'homophobie de notre enfance et les occulter, les excuser ou les expliquer, même lorsque l'on s'en souvient un peu? En soi, consciemment, on ne peut pas effacer un trauma. Ouais. Je sais que beaucoup aimeraient, et je comprends, la souffrance est telle dans le présent que ce serait vachement plus simple de la faire disparaître et donc d'oublier. Après, malheureusement, quand ça arrive, ça devient aussi partie constituante de l'identité, c'est-à-dire que ça fait partie de soi. Et l'idée, c'est de comprendre que ça fait partie de soi, et ça fait pas de nous... ou de vous, quelqu'un de plus faible ou de plus vulnérable. Non, c'est comme ça, c'est arrivé, c'est malheureux, c'est arrivé, mais c'est d'accepter que ça fait partie de toi. On ne peut pas l'oublier, on peut pas appuyer sur un bouton. La seule chose qui peut arriver, on en parlait dans l'épisode 1, c'est l'amnésie traumatique, où là, pour le coup, c'est pas conscient, c'est le cerveau qui le fait automatiquement parce que, pour différentes raisons... Et ça crée des dégâts. Et ça crée des dégâts. L'enjeu, pour moi, c'est, de ce que je comprends, c'est d'arriver à digérer. Et un peu quand tu manges un truc où peut-être t'aurais pas dû, l'enjeu, c'est de créer les conditions pour que l'estomac puisse faire son action de digestion et d'expulsion. Et ça restera, j'ai mangé de ceci, de cela. Enfin, ça restera dans le chemin chronologique de ce qui s'est passé. Mais je ne vivrai pas avec un mal de bide. Exactement. Et voilà, c'est et je trouve que c'est important de... Ok, merci. J'ai Jules de Vannes qui nous raconte qu'il a peur d'aller voir un psy et qui se demande si t'as pas des conseils à lui donner. J'ai fait une dépression ado au moment où je me suis avoué à moi-même que j'étais attiré par les garçons. Ce n'était pas la seule cause. C'est un moment où j'ai pris conscience que j'étais pas comme il faut, pas sportif, pas doué pour les interactions sociales, etc.
Donc là, j'ai coupé un bout de son commentaire. J'ai connu plusieurs épisodes dépressifs après des ruptures amoureuses, à la fin de mes études ou après un changement de taf, comme si les évolutions, les changements étaient les déclencheurs, ce qui me bride pour progresser sur le chemin de l'épanouissement. J'ai entamé 3 fois des parcours thérapeutiques que j'ai arrêtés car j'allais mieux par peur de découvrir des choses plus déstabilisantes sur le fait d'être différent. Je ne sais pas comment trouver un bon psy pour avancer et affronter cette peur de replonger. Je crois avoir pour le moment réussi partiellement à maîtriser mes comportements addictifs, nourriture, tabac, sexe avec des inconnus, mais je suis conscient du terreau favorable que j'offre aux addictions. Un grand merci Guillaume pour ton travail. La santé mentale, j'aurais peut-être dû couper ça, pardon. La santé mentale, comme pour le reste de la société, est importante chez les queers. Ah bah non, j'aurais pas dû. Même si c'est pas très sexy, t'écouter me permet d'avancer en ce moment en étant plus bienveillant envers moi-même et les autres. Bah oui, c'est normal d'avoir peur d'aller chez un psy. Des fois, on n'est pas toujours prêt. On a envie, mais c'est peut-être pas toujours le bon moment. C'est OK. Et puis, c'est aussi OK d'avoir peur. L'idée, c'est d'en parler d'emblée au thérapeute en disant j'ai peur et Normalement, le thérapeute est censé travailler d'abord sur cette peur. C'est le travail du thérapeute d'arriver à mettre en confiance, d'arriver à s'adapter à son patient. C'est pas l'inverse qui doit se passer, c'est le psy qui doit s'adapter au patient. Donc s'il y a de la peur, c'est travailler sur la peur, progressivement, doucement. Après... C'est quoi les petites étapes ? Moi, je trouve que c'est vachement inspirant ce que tu dis. Et si, comment s'appelle-t-il ? Jules dit, non mais vraiment désolé, mais c'est trop... Pour moi, est-ce qu'il y a des plus petites étapes pour que je puisse commencer mon petit chemin tranquillement ? Moi, je dirais en parler à un ou une amie proche. Ça peut être en parler à un ou une amie proche, ça peut être se documenter soi-même, lire des choses, acheter des bouquins de psycho, enfin, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Sans parler d'aller en consultation, ça peut être aussi envoyer un mail à le ou la psy qu'on a repéré. Et éventuellement, si le thérapeute fonctionne comme ça, de commencer par un échange par mail, d'exposer un petit peu la demande, de prendre le temps. Ça peut être des petites choses comme ça mises en place. Tu parlais de l'effet miroir qui est puissant. Quand je partage avec des gens qui me ressemblent un petit peu ou qui partagent un des traits qui me constituent, ça m'aide à déployer ma voix, à les écouter eux et à m'écouter moi. Et du coup, ça me fait penser au Discord. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un Discord, donc c'est une sorte de forum, voilà. Et il y en a un sur le podcast, enfin pour le podcast. D'accord. Les gens peuvent aller sur le site internet du podcast pour le rejoindre. Et les gens racontent beaucoup ça, qu'en fait, c'est moins intimidant qu'une rencontre, voilà. Mais il y a la possibilité d'échanger sur n'importe quel sujet, soit un sujet soulevé sur le podcast, soit même voilà une question que quelqu'un d'autre a. Et je reçois plein de messages de gens qui disent que c'est un espace qui leur fait du bien. Alors c'est pas un espace de gens compétents. C'est pas des psys. C'est pas grave. Mais toi, tu dis que c'est un bon petit premier pas. Ah bah oui. Parce en ligne. Bah là, pour le coup, on est vraiment sur de la santé communautaire. C'est-à-dire que c'est aussi partager avec les personnes concernées, avec des gens qui me ressemblent et qui vont comprendre ce dont je parle. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un psy. Enfin, je veux dire, même si le psy va avoir ses connaissances théoriques, son expérience de terrain, etc. Il n'est pas forcément issu il n'est pas lui-même confronté toujours aux problématiques de la communauté, par exemple LGBT. Et donc, du coup, ça peut aussi créer une distance entre lui et son patient. Donc, effectivement, les espaces comme ça communautaires sont hyper précieux. J'ai une dernière question. Elle m'a été posée 2 fois par Mehdi et Jonathan. Comment je peux accompagner un ami qui parle d'addiction, qui parle de trauma. Mehdi dit, j'ai un ami qui m'a partagé récemment qu'il sentait qu'il commençait un peu trop à s'habituer à consommer des drogues en plan cul, quasi tous les week-ends, jusqu'à finir sur son premier binge de 48 heures. Donc, il a fait du sexe, je crois comprendre, du sexe et des drogues pendant 48 heures non-stop. Et il n'a pas apprécié la redescente. Il montre des signes qu'il souhaite reprendre le contrôle et s'éloigner de tout cela avant que cela ne passe d'une habitude à une addiction. En tant qu'ami, comment puis-je faire pour veiller sur lui sans être envahissant ou donneur de leçons ? C'est vrai que là, c'est toujours difficile d'avoir un ami ou un membre de son entourage qui exprime ce type de difficulté. L'idée, c'est de s'adapter au plus près de ses besoins.
de le questionner par petites touches, justement sur ce dont il a besoin. De surtout pas forcer les choses, tu devrais, les injonctions, tu devrais consulter, tu devrais faire ci, faire ça. Ça risque d'être super culpabilisant, mais d'être plus à côté, d'encourager la parole, de soutenir, d'épauler, mais en respectant ses propres limites aussi. On peut pas toujours sauver, on ne peut pas d'ailleurs sauver les autres. Ouais. On pourrait proposer à Mehdi de partager ces 2 épisodes avec son ami, ou pas d'ailleurs, ça peut être assez violent. J'ai entendu ce podcast. Ça dépend comment il le partage. Ça peut être tiens, j'ai entendu ce podcast. Si ça t'intéresse, je peux te le partager. Là, du coup, il prend l'avis de son ami. Par contre, envoyer la ressource comme ça de but en blanc, c'est peut-être. Après, ça dépend de l'ami, ça dépend de leur relation, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que sans être manipulateur, moi, ce qui fonctionne vachement, c'est quand je partage le podcast, par exemple, en disant, moi, ça me parle, moi, Guillaume Gay, ce que dit Anne-Sophie Petit est vachement puissant pour moi, ça me rappelle nanani, nanana, et toi ? Donc là, j'avoue, l'idée, c'est pas de le manipuler avec cette question pour, en fait, qu'il écoute le podcast parce que ça le concerne directement. Mais je trouve ça... Tu vois, de dire moi quand je partage, je trouve ça beaucoup plus puissant plutôt que toi tu devrais nanani, quoi. Bien sûr, partager dans le moi je, c'est intéressant parce que ça ça parle de toi et c'est pas du tout injonctif. Et puis il y a aussi le fait de souligner ce qu'il est capable de faire. Ok, il y a des comportements a priori addictifs, mais il est capable de faire plein d'autres choses. Donc aussi d'être dans la valorisation, dans le positif. Ouais. Oui, de ne pas l'enfermer dans... Il n'est pas que un éventuel consommateur. Il est aussi autre chose. Oui, bien sûr. Merci Anne-Sophie. Je t'en prie. Si tu as envie de rajouter, si tu te dis là qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, tu vas pouvoir le faire. Si tu te dis, oulala, il y a un truc qu'on a vraiment oublié. Je rappelle que nous avons, grâce aux auditeuristes, un annuaire de recommandations des psys et médecins gays et queer-friendly. J'invite d'ailleurs les auditeuristes qui ont des super contacts partout dans le monde de venir les mettre dans l'annuaire. C'est à la fois pour le consulter, mais on le co-construit ensemble. Il y a pour le moment 200 contacts, donc c'est chouette. C'est très franco-français, belge et suisse. Okay. Ça manque un peu de Canada. Bon. Et de Québec. Toi, Dr Anne-Sophie Petit, on peut te contacter sur ton email as.psychoconseil tout attaché sans s @gmail.com. Tu peux faire en visio ou en présentiel à Paris. En tout cas, si les gens écoutent ce podcast dans quelques années, on verra ce qu'ils découvrent sur cet email. On invite aussi les gens à se tourner vers des assos LGBT+, cette fameuse santé communautaire dont on a parlé. Il y en a un peu partout dans le monde, mais pas toujours. Mais parfois, en fait, ils ont des choses en ligne. Donc, pour les personnes un peu loin de ville, jetez un coup d'œil. Et voilà. Et puis, dans la fin de l'épisode 1, j'ai proposé des épisodes sur le stress minoritaire. Il faut remonter au 24 octobre 2024. C'était publié à ce moment-là. Cet épisode avec un super psy qui parle de stress minoritaire, comment c'est une clé psychologique chouette à comprendre, qui peut expliquer parfois des blocages en amour ou en sexe. Est-ce que tu as une dernière bafouille ? Non, c'est OK pour moi. Je pense que le seul message que j'aimerais faire passer, c'est qu'il y a un enjeu de disciplité du trauma, de l'insulte, de la violence sexuelle chez les publics LGBT. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est pas juste et il faut pas hésiter à en parler. Voilà. Ah, mais c'est un point essentiel. Attends, mais merci. Tu m'avais dit, et moi, ça, je l'ai marqué, ça m'a marqué. Tu m'as dit, ne pas parler renforce le trauma et ses conséquences. Ça peut, ouais. C'est même sûr. Ah ouais, mais en fait, c'est souvent associé. Le silence ne fonctionne pas. Le silence ne fonctionne pas. Et c'est vrai que c'est souvent, on se sent pas légitime d'en parler. On a honte, on culpabilise. Mais ça, je ramène ça au point qu'on disait tout à l'heure avec le fait qu'il y ait des croyances négatives sur soi-même qui se mettent en place à l'issue d'un trauma. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. C'est-à-dire que le problème, ça reste la personne qui a insulté. Le problème, ça reste la personne qui a violenté. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et de ne pas hésiter à en parler. Merci Anne-Sophie. Merci à toi. À bientôt, j'espère, sur le podcast. Avec plaisir. Cool.
je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres et des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure. Le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier, donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe, mais en vrai vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été, alors contactez-moi. Et maintenant je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord on doit parler sous. Ce podcast c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donateuristes. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.